Je me présente juste brièvement, je suis Christophe Masson, je suis chercheur en spectrométrie de masse et en protéomique au laboratoire d'études de la dynamique des protéomes à Grenoble. Je ne suis pas un spécialiste de la microdissection laser, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est un outil assez fameux qui nous permet de faire des choses ensuite en protéomique qu'on ne pourrait pas faire sur des tissus ou sur des choses, sur des prélèvements tissulaires plus hétérogènes. Et donc, là, tout d'abord, je voudrais souligner d'abord que c'est une collaboration avec le groupe de Jamila Fèvre de l'hôpital Paul Brousse et aussi d'abord rendre à César ce qui est à César parce que les deux personnes qui ont été vraiment les moteurs de cette étude-là, c'est Alexandre dos Santos et Magali Cour pour l'aspect protéomique. Donc je vais juste introduire brièvement la protéomique et la découverte de biomarqueurs et aussi les carcinomes hépatocellulaires à double différenciation. Ensuite, on parlera de méthodologie, alors très brièvement la microdissection laser et la méthode de protéomique que nous on a sélectionnée qui s'appelle Accurate and Mass and Time Tags. Donc c'est une méthode de protéomique comparative ou quantitative. Et ensuite nos résultats sur la constitution d'une base de données protéique du carcinome hépatocellulaire et sur l'analyse protéomique comparative entre deux types de carcinomes hépatocellulaires, avec quelques-unes des interprétations qu'on a pu trouver. Donc en introduction, pourquoi étudier les protéines? C'est parce que si on part au niveau du génome des 22 000 à peu près gènes du génome humain qui sont statiques, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel échantillon humain, on peut déterminer, séquencer ces gènes. On passe à un niveau de complexité supplémentaire avec l'ARN messager, et c'est le sujet de la transcriptomique. Et là, il y a déjà des phénomènes d'épissage alternatif, des phénomènes de translecture, etc., qui compliquent un petit peu cette image. Mais c'est surtout au niveau protéines que le grand saut quantitatif arrive. Et on a estimé potentiellement, alors ça comme personne ne le sait, on peut avancer tous les chiffres, mais jusqu'à 1 million de protéoformes différents, alors dû à la maturation des protéines, aux modifications post-traductionnelles. Donc là, il y a vraiment une grosse hétérogénéité au niveau des protéines qu'on ne peut pas capturer au niveau génomique, qui n'est pas directement qu'on ne peut pas déduire directement du génome. Donc, on a donc un certain intérêt à aller étudier les protéines, d'autant plus que c'est elles qui font le boulot dans les cellules, c'est les effecteurs moléculaires. Donc, il y a un intérêt à les voir. Par contre, la difficulté est énorme parce qu'on n'a pas accès à la PCR, on ne peut pas amplifier les protéines. Donc, on a des problèmes de gamme dynamique. Quand ça commence à devenir trop peu abondant, on ne détecte plus. Et en plus, on a des problèmes aussi d'hétérogénéité physico-chimique. On a des protéines qui ont des caractéristiques physico-chimiques très différentes. Donc en protéomique, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par une première étape après la préparation d'échantillons qui est une étape de digestion. Donc en protéomique, c'est assez bizarre, c'est qu'on a un échantillon qui est en général un extrait protéique très compliqué et en fait, on va découper les protéines en petits morceaux et faire un mélange encore plus compliqué. Et ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a l'impression qu'on se tire dans le pied. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'ensuite, ce mélange de peptides, il peut être injecté et séparé sur une colonne de chromatographie, alors que le mélange de protéines, on aurait beaucoup de mal à faire la même chromatographie pour toutes les protéines. Là, pour les peptides, on peut. On fait une ionisation électrospray et la spectrométrie de masse. Alors la spectrométrie de masse, on pourrait en discuter pendant longtemps, mais là, je ne vais pas pouvoir avoir le temps de rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important de retenir, c'est que cette technique, elle nous permet d'obtenir deux informations. Une information sur l'identité ou sur la séquence des peptides qui sont analysés. Donc on va pouvoir séquencer ces peptides et déterminer à quelle protéine les appartient. Et une information d'abondance qui va nous dire quelle était l'intensité de ce peptide-là et quelle était la concentration, et remonter ainsi à la concentration de la protéine dans l'échantillon de départ. Donc ça, c'est une technique qui a été pas mal utilisée en clinique, la protéomique, et notamment la protéomique comparative ou quantitative, pour découvrir les biomarqueurs. Et pour découvrir les biomarqueurs, on peut partir de différents types d'échantillons.
Et c'est là aussi qu'on voit l'importance de la microdissection. C'est entre partir de cellules, de tissus, d'organes ou de fluides. Évidemment, les plus accessibles cliniquement et les plus faciles à avoir, c'est les fluides biologiques. C'est facile à obtenir. Les cellules, c'est beaucoup plus rare et difficile à obtenir. Mais par contre, la microdissection laser, elle permet d'accéder à ce type d'échantillon. Et l'intérêt de ce type d'échantillon, c'est que sa complexité et sa gamme dynamique, c'est-à-dire la différence d'abondance entre les protéines les plus abondantes et les moins abondantes, est beaucoup moindre à ce niveau qu'au niveau du fluide. La concentration des biomarqueurs et des protéines qui sont intéressantes, évidemment, elle est diluée entre la cellule et le fluide biologique, d'où l'intérêt encore une fois. Et les espèces qui sont détectées sont beaucoup plus pertinentes. C'est-à-dire que dans un fluide biologique, si on cherche des protéines qui sont spécifiques du carcinome hépatocellulaire, on va avoir toutes les protéines de l'ensemble de l'organisme dans le sérum, par exemple, qui vont nous gêner, alors que quand on va travailler effectivement sur des hépatocytes, on va avoir des protéines qui sont beaucoup plus pertinentes. Et aussi, au niveau statistique, c'est important, on aura besoin de beaucoup moins de cas pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire une comparaison quantitative, que quand on a évidemment tout ce bruit de complexité et de pertinence des espèces qui nous gênent dans les fluides biologiques. Donc, il y a vraiment un intérêt de travailler au niveau cellulaire pour la protéomique. Donc là où nous, avec l'équipe de Paul Brousse, on a travaillé, on s'est intéressé particulièrement au carcinome hépatocellulaire. Et en fait, je ne pourrais pas entièrement interpréter tout ce transparent, mais le message à prendre, c'est que c'est vraiment une maladie qui est multifactorielle, qui part donc à partir de l'intoxication du foie, soit par des virus, soit par des produits chimiques, arrive à une hépatite chronique, qui ensuite, par des cycles de nécrose, de régénération, d'inflammation, de stress oxydant, dégénère en cirrhose, avant que des nodules dysplasiques se mettent en place, qui dégénèrent ensuite en carcinome, avec des altérations génétiques et épigénétiques au niveau de ces nodules. Donc c'est une maladie qui est multifactorielle, et c'est aussi une maladie où on a pu déterminer de nombreuses sous-classes. Et donc dans cette étude-là qui est parue dans Nature Medicine, ils avaient distingué, je crois, 4 classes différentes d'hépatocarcinome, de carcinome hépatocellulaire, dont une classe ici qui semblait être un intérêt particulier parce qu'elle exprimait des marqueurs de cellules progénitrices. Et la caractéristique de cette sous-classe, c'est qu'elle présentait un pronostic particulièrement défavorable. Donc nous, on s'est intéressé particulièrement à cette sous-classe qui notamment exprime une protéine particulière qui est la CK19, la cytokératine 19, qui est un marqueur de cellules biliaires et qui est fortement exprimé donc, dans cette sous-classe. Et il y a 2 autres études qui ont montré l'existence de carcinomes hépatocellulaires qui présentent des contingents de cellules tumorales qui expriment des marqueurs biliaires. Et donc là, on a à peu près, dans cette étude de Wu, sur la population asiatique, à peu près 30% de CHC qui expriment ce marqueur biliaire. Et sur cette étude de Durnay, on a à peu près aussi 30% de CHC qui expriment les marqueurs biliaires CK7 et CK19. Et dans les 2 études, en fait, l'expression de la CK19 a été associée à plus de prolifération et un pronostic plus mauvais. Donc l'hypothèse en fait, qui a été émise par nos collaborateurs, c'est que les carcinomes hépatocellulaires CK19+, pourraient dériver de cellules progénitrices du foie, de cellules souches du foie, bipotentes, qui activées s'engagent vers une voie de différenciation double ou duale. Et c'est de cette hypothèse que nous sommes partis pour faire une étude protéomique qui consistait à essayer de comparer le protéome des CHC CK19+, et le protéome des CHC CK19-. Donc au niveau des méthodologies qu'on a mis en place pour ça, évidemment, en premier lieu, une microdissection laser pour permettre d'accéder spécifiquement aux cellules tumorales et de se débarrasser de tout ce qui était autour au niveau du tissu. Et une méthode de protéomique
par ce qu'on appelle la méthode Accurate Mass and Time Tags. Je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous expliquer tous les détails de cette méthode-là, mais c'est juste qu'elle consiste à reconnaître un peptide, non pas sur des informations de séquence qu'on peut avoir sur lui, mais sur sa masse très précisément mesurée avec des instruments à haute performance et son temps de rétention chromatographique. Et c'est une méthode qui se passe en 2 temps. Donc dans un premier temps, on fait une analyse qualitative de l'échantillon, on prend un extrait protéique, on fractionne les protéines, on fractionne les peptides, et sur ces fractions-là, on fait une analyse par HPLC qui va nous donner le temps de rétention des peptides qui sont détectés et un spectre par spectrométrie de masse en tandem qui va nous donner l'identification du peptide. Et donc on construit une base de données dans un premier temps ou une carte peptidique sur laquelle on identifie chaque peptide et la protéine correspondante sur ce type de carte avec le poids moléculaire et le temps de rétention. Et ça, on le fait pour un certain nombre d'échantillons fractionnés, pour pouvoir ensuite prendre les échantillons, donc des straits protéiques non fractionnés, pour chaque patient qu'on veut analyser, et faire une étude, donc après digestion, obtenir les peptides, une étude par HPLC qui nous donne le temps de rétention des espèces détectées, et une étude par spectrométrie de masse qui nous donne la masse exacte et qui nous permet de récupérer sur la carte qu'on avait initialement établie le peptide correspondant à une protéine d'intérêt et lui assigner, à partir de ce signal-là, une abondance. Et donc ça, c'est la deuxième phase de l'étude que je vais présenter tout à l'heure, qui permet donc d'obtenir une information quantitative sur un grand nombre de peptides correspondant aux protéines d'intérêt dans le système qu'on étudie. Donc la phase préliminaire que je vais décrire maintenant, c'est la constitution de cette base de données, de cette carte peptidique du carcinome hépatocellulaire. Donc pour ce faire, on a pris un certain nombre d'échantillons de patients CK19+ et CK19-, et ici je vous en montre 2, le patient A et le patient C. Et on a fait une première étude un petit peu qui consistait à regarder au niveau protéomique quelle gamme dynamique on pouvait atteindre à partir de quelle quantité d'échantillons. Donc on a pris une microdissection de 10 mm² et une microdissection de 20 mm² qu'on a déposé donc sur gel SD-Espage. On a ensuite découpé, donc ça c'est pas un separating complet, hein, donc on a juste fait ce que nous on appelle un pseudo-stacking, c'est-à-dire qu'on ne fait pas migrer jusqu'au bout du gel, on fait migrer que dans une petite proportion du gel. Ensuite, on découpe ces pistes-là ici en 8 bandes et quand on a pu faire migrer un peu plus, là en 16 bandes. Et ensuite, on fait l'identification de protéines. Et là, sur ces bandes-là, sur 10 mm², on identifie de 2500 à 2800 protéines. Et sur ces 20 mm², on identifie à peu près 3400, 3500 protéines. Donc ici, il y a la superposition des différents. Donc vous voyez qu'il y a bien un grand nombre de protéines qui sont à l'intersection de tous nos échantillons. Mais on voit aussi ici là, que quand on travaille avec les échantillons A20 ou C20, c'est là qu'on a les plus grands gains. Et donc, on peut avoir des gains de 20 à 30%, mais il faut toujours évaluer le gain par rapport au coût parce que ça coûte un doublement de la quantité d'échantillons microdisséqués. Des fois, elle n'est pas disponible. Et ça coûte aussi un doublement du nombre d'analyses de spectrométrie de masse qui sont nécessaires pour obtenir cette information-là. Donc là, sur la base de ce travail-là, on a analysé 9 échantillons microdisséqués CK19+ ou CK19-, donc c'était, je crois, 5 et 4. Et on est parti donc sur différentes fractions de gel SD-Espage. On a fait un total de 160 analyses LCMS-MS et on a détecté 46 903 peptides correspondant à peu près 5200 protéines de ces systèmes biologiques. Et chaque point en fait sur ce graphe, ici on a représenté le temps de rétention normalisé et ici la masse moléculaire du peptide, chaque point sur ce graphe correspond à un peptide. La première vérification qu'on a faite, c'était de savoir déjà si on avait bien des marqueurs hépatocytaires et des marqueurs biliaires. Et donc ici, j'ai coloré de différentes couleurs une série de marqueurs qui sont donc, des marqueurs d'hépatocytes. Donc par exemple, la kératine 8 qui est en vert clair, sur laquelle on a vu 82 peptides sur cette protéine-là. Donc on a dans nos données 82 points sur ce graphe qui correspondent à cette protéine et qui nous permettront dans l'étude suivante, dans la suite de l'étude, de quantifier cette protéine. Et donc là, on a vu la 8, la kératine 18, l'albumine et aussi des facteurs de coagulation qui sont spécifiques des hépatocytes.
Et on a vu aussi, et ça c'est important pour cette différenciation duale, des marqueurs de cholangiocytes, avec la kératine 19 bien sûr, qui est notre marqueur de départ qui nous a permis de sélectionner ces cellules, la kératine 7, mais aussi la viamontine ou des multidrug resistance proteins. Donc armé de cette base de données, on s'est ensuite lancé vers l'analyse protéomique comparative. Et donc, je ne vais pas avoir le temps de décrire exactement toutes les étapes de cette analyse, mais c'est une analyse donc, par chromatographie liquide et spectrométrie de masse d'un échantillon d'un patient individuel. Donc là, encore une fois, alors là, je crois que c'était 10 mm² de microdissection de chaque patient qui a été donc, déposé sur un gel SDS SPAGE, mais cette fois-ci avec une migration minime, donc ce qu'on appelle un stacking. On découpe cette bande, une seule bande, on la digère à la trypsine, et on injecte les peptides sur le système HPLC et on fait une détection en masse à haute précision de masse et haute précision du temps de rétention. Et voilà le résultat quantitatif final. Donc, chaque échantillon a été analysé en triplicate. Vous voyez ici le résultat final de la compilation statistique du résultat. Mais dans cette heatmap, on a les informations quantitatives sur 17 500 peptides correspondant à 2562 protéines qu'on a pu donc quantifier chez 5 patients CK19- et 6 patients CK19+. Alors ici, on voit donc qu'on a déjà une gamme dynamique d'à peu près 5 ordres de grandeur sur la quantification de ces peptides-là. Ce qui est important aussi, c'est de voir que contrairement à la génomique ou en général, ou la transcriptomique, où quand on a suivi un gène, on le détecte nécessairement dans tous les cas, en protéomics, les traits noirs ici, en fait, ce sont des valeurs manquantes. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'il y a une assez grande hétérogénéité, même chez les protéines abondantes, entre les différents patients. Et ça, on le sait parce que, comme dans l'étude qui était publiée au départ dans Nature Medicine, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité dans ces types de cancers. Donc, ce qu'on a utilisé ensuite, c'est une méthode statistique qui va essayer de déterminer quelles sont les protéines qui sont systématiquement surexprimées, je vais dire surabondantes, parce qu'on ne connaît pas exactement leur facteur d'expression, parce que l'abondance de la protéine ne dépend pas que de son expression, elle dépend de sa dégradation aussi, donc on peut dire surabondante chez les CK19+, ou alors surabondante chez les CK19-. Et on a utilisé une méthode statistique qui a été publiée en 2008 par le laboratoire de Heineke, qu'on a appelé Abundance Index. On a légèrement adapté cette procédure. Et en fait, le facteur d'abondance, c'est une différence de concentration entre les deux conditions. Je crois que là, il devrait y avoir un moins et pas un plus, je suis désolé. Multiplié et pondéré par le nombre de patients qui présentent ce peptide ou cette protéine. Donc, on voit pour chaque peptide, on a une différence d'abondance qui est pondérée par la présence de ce peptide-là chez un patient donné. En faisant la permutation de tous les patients, une permutation aléatoire des patients, on peut déterminer la distribution des annexes d'abondance sous l'hypothèse nulle que tous les patients sont équivalents. Et ensuite, une fois qu'on connaît cette distribution, on peut aller sélectionner les peptides qui sont différents entre les CK19+ et CK19-. Et donc voilà, ça c'est la distribution de tous les abondance index de nos patients. Et ici, on voit les peptides qui sont surabondants chez CK19-. Ici, les peptides surabondants chez CK19+. Le premier contrôle, évidemment, c'est d'aller voir la cytokératine 19, parce que, évidemment, c'était notre marqueur. Elle doit différencier nos patients CK19+, des CK19-. Et c'est bien ce qu'on observe. En fait, on ne la détecte que chez les patients qui sont CK19+, ce qui prouve aussi, par exemple, pour le patient A, les immunohistochimies qu'on avait fait au préalable. Et si on regarde les résultats dans leur ensemble, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas vous donner des noms de protéines individuelles parce que ce n'est pas encore totalement validé. Mais on a trouvé 39 protéines qui sont surabondantes chez les CK19+, 79 chez les CK19-. Et quand on fait l'analyse de l'ontologie de ces protéines-là, on voit
que chez CK19+, on a des protéines issues de la synthèse protéique, de l'organisation du cytosquelette, de la réplication. Donc beaucoup de protéines d'organisation cellulaire et biogénèse, donc protéines de la prolifération, de la mobilité. Ici, chez CK19-, on a des protéines du métabolisme lipidique, du métabolisme des acides aminés, de métabolisme xénobiotique, donc des processus métaboliques et la réponse aux stimuli. Donc ça, en fait, ça montre quand on passe d'un phénotype CK19- à un phénotype CK19+, on désactive les processus métaboliques de l'hépatocyte et on active des processus potentiellement dangereux parce que c'est des processus de motilité et des processus de développement cellulaire qui peuvent être anarchiques et cancéreux. Et le dernier résultat, c'est la mise en contexte de la liste de protéines dérégulées avec le logiciel Ingenuity a permis de faire ressortir un facteur de transcription, le facteur HNF4-alpha, donc qui en fait qui est au centre en fait et qui régule un grand nombre des protéines qu'on a observées comme étant dérégulées. Et en plus, donc ce qu'on observe ici en fait, c'est qu'on peut déduire ici, bien qu'on ne l'ait pas vu, cette protéine-là, mais ce qu'on peut déduire, c'est la perte en fait, de la différenciation hépatocytaire au niveau de ces cellules-là. Et donc, ce facteur de transcription-là, qui régule l'expression des gènes de la différenciation hépatocytaire, il inhibe la transcription de gènes impliqués dans la transition EMT. Et donc, sa suppression, elle est corrélée à un phénotype hépatique et à un gain de processus métastatique dans certaines études. Donc la nouvelle hypothèse qu'on peut générer par rapport à ce graphe-là, c'est que cet hépatocarcinome particulier, en fait, il ne proviendrait pas d'une cellule progénitrice qui se différencie de manière duale, mais au contraire d'un hépatocyte qui se dédifférencie en perdant donc, ce facteur de différenciation. Donc en conclusion, on a étudié une sous-classe de carcinome hépatocellulaire à pronostic défavorable, donc CK19+, et l'hypothèse c'était que c'était des cellules progénitrices bipotentes activées qui étaient en voie de différenciation vers des cholangiocytes. Donc on a fait une étude protéomique comparative sur les échantillons microdisséqués entre les CK19+ et CK19-, et on a déterminé 39 protéines surabondantes chez CK19+, 79 surabondantes chez CK19-, et une large proportion de ces protéines en fait, étaient sous contrôle du même facteur de transcription. Donc tous ces résultats, ils sont en cours de validation donc biologique maintenant, avec des anticorps, avec la PCR, avec des choses qui sont plus conventionnelles que des études de spectrométrie de masse à large échelle. Mais on peut d'ores et déjà établir l'hypothèse que les CHC CK19+ proviendraient d'hépatocytes en voie de dédifférenciation. Je voudrais ici remercier mes collègues Véronique Dupéris, Claire Adam et Christophe Brûlé de notre laboratoire, qui sont des informaticiens qui nous ont aidés dans tout ce qui est outils informatiques pour le traitement des données. Madame Sylvie Dumont et le professeur Dominique Vandom de la plateforme de microdissection de Saint-Antoine. Et puis, bon, après, le reste, vous pouvez le lire vous-même. Et l'Institut national du cancer pour le financement et l'INSERM LCEA pour leur support. Et je voudrais vous remercier pour votre attention.